Qu'on le mette au fond. Passe ton ballon. Salut les amis, salut tout le monde, c'est mardi et c'est quand même Passe ton ballon. On est ensemble pour un peu plus d'une heure d'émission. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Passe ton ballon, votre rendez-vous foot et OM hebdomadaire. C'est la 6e de la saison ce soir et décidément le contexte autour de l'OM est assez lourd en ce moment. La famille olympienne est de nouveau endeuillée par la perte de l'un de ses plus grands représentants. Après de longs mois à combattre la maladie, Bernard Tapie s'est éteint dimanche à l'âge de 78 ans. Il restera à jamais le premier président à avoir remporté la Ligue des Champions avec un club français. Toute l'équipe de Passe ton ballon adresse ses condoléances à sa famille, à ses proches, à tous les supporters de l'OM aussi qui sont touchés. Et cette émission lui est évidemment dédiée ce soir. Comme chaque semaine, je suis entouré de mes fidèles acolytes, à commencer par notre technicien en chef, de retour parmi nous suite à un prêt sans option d'achat chez nos amis du Fossé un jeudi soir. Bonsoir Idriss. Je me demandais où tu allais en venir. Bonsoir à tous. Eh bien écoutez, Très belle très prestation. heureux d'être revenu chez Passe ton ballon. Très belle prestation jeudi soir, mais surtout très beau pull. Ah, très beau pull. Je l'avais annoncé sur notre petit groupe de conversation à 3 que j'essayais un nouveau pull de couleur mauve. Et Si vous l'avez pas vu, il a eu son petit succès. il y a un petit screenshot sur le compte Twitter de Passe ton ballon si vous l'avez pas vu. Voilà. Juste pour dire, c'est sportif, 4h30 de live. C'est compliqué. Hein. Ah, il fallait être à l'affût. Hein. Surtout que moi, c'était ma première, donc je faisais attention. Donc je buvais beaucoup d'eau. Et c'était sportif quand même. Avec nous également le bourgeois gentilhomme du premier arrondissement, mais qui garde quand même le côté street puisqu'il va se faire coiffer chez Lorenzo Style. Bonsoir Ama. Salut Mathieu, salut tout le monde. Oui. Je m'attendais pas à ça là, bravo. Comment ça va Ama? Bah écoute, ça va, je suis sorti hier de Lorenzo Style avec une coupe fraîche et toujours autant d'anecdotes quand je vais dans ce salon. Allez-y, si vous cherchez des coupes à 10 euros, on rigole toujours, on s'ennuie pas. Ça pub quoi. T'as un code promo aussi ou Non, même pas. Je récompense leur fidélité ou la mienne à la leur. Enfin, je sais pas. J'en profite pour passer un salam à Fab Barbershop à Saint-Antoine tant qu'on y est. Voilà. Ah oui, bah ça y est, c'est Merwan, tu veux passer avant que je te présente, tu veux passer un petit coucou comme ça à quelqu'un ou... Non, comme Idriss est chaud, je me demande à quel barbershop il a passé, ça m'interroge. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'était... D'où tu vas chez le barbershop Idriss? Bah déjà, j'y vais plus. Et c'est parce que c'est des amis. C'est parce que ce sont des amis. Et c'était quand ma calvitie était encore sauvable et camouflable que j'allais chez eux parce qu'ils sont des experts en la matière, comoriens bien évidemment. Mais maintenant, c'est vrai que depuis, je dirais le mois de mars, avril, on a connu une certaine fatalité et on ne s'y rend plus. Voilà. Je plus sois pour des raisons évidentes. Ah oui, bien évidemment. Puis toi, t'es le premier avec moi dans cette liste. Ça va devenir évident. On est main dans la main dans cette aventure. Et enfin, vous l'avez entendu, il est avec nous, celui qui a enflammé le podcast de la semaine dernière avec un débat sur le joueur dont il ne faut pas prononcer le nom, mais qu'on évoquera quand même encore dans l'émission tout au long de la saison, forcément. Bonsoir, Merwan. Bonsoir à tous les amis, dédicace à la fraude de Buenos Aires. J'espère que... on passe aussi le bonsoir au balerdo-sceptique, magnifique terme que tu as inventé la semaine dernière, et donc je suis fan. Balerdo-scepticisme. Balerdo-scepticisme, je suis le chef de file de cette pensée, donc ça fait plaisir. Les amis, une émission en 2 parties aujourd'hui. On va évidemment débuter avec la disparition de Bernard Tapie. Alors pour être totalement transparent avec vous, chers auditeurs, on a essayé jusqu'au dernier moment d'avoir avec nous un ancien joueur des années 90, voire un journaliste qui a couvert cette époque. Enfin bref, quelqu'un qui a côtoyé le boss, mais malheureusement tous, comme vous pouvez l'imaginer, sont très très sollicités en ce moment. Et personne n'a pu se joindre à nous. Du coup, on va quand même parler de Bernard Tapie, mais voilà, version Passe ton ballon, il n'y aura que nous. Donc, et puis vous connaissez aussi l'émission, on essaye d'être un maximum dans la singularité. Et on s'était dit que de ramener quelqu'un juste pour qu'il nous dise il était charismatique, c'était le boss, si et ça. On s'était dit que vous avez vu ça partout, tout le week-end et tout le début de semaine. Donc on va prendre le temps, comme vous nous connaissez bien, de préparer une belle grosse émission. Je pense qu'elle peut être très longue celle-là, sur Bernard Tapie. On vous concoctera une belle émission dans plusieurs semaines, mais pas tout de suite. On va laisser les gens faire leur deuil.
Voilà, exactement. On fera ça dans quelques semaines. On va quand même en parler ce soir de Bien sûr, Tapi. quand même. On va essayer de lui rendre hommage comme il se doit. Et puis, en deuxième partie d'émission, on reviendra sur ce match de ce week-end, cette magnifique partie de l'OM. On s'est régalé. Une rencontre, d'ailleurs, qui n'aurait sans doute pas plu à Tapi. Cette défaite 2-0 sur la pelouse du LOSC. On va revenir sur les prestations collectives et individuelles. On va débriefer tout ça. Bref, on a plein de choses à dire. Donc, sans plus tarder, Passe ton ballon, saison 2, épisode 6. C'est parti. Idriss, jingle. Passe ton ballon. Les gars, on commence par Bernard Tapie, donc qui s'est éteint ce dimanche matin à l'âge de 78 ans, et des suites d'une très longue maladie. Il s'est battu pendant plus de 4 ans, je crois, contre le cancer. Le boss, le président de l'OM, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993. Alors il y a eu beaucoup de réactions depuis. On a eu entre guillemets l'honneur, la fierté d'apprendre qu'il sera inhumé au cimetière de Marzac à Marseille. Ça a surpris beaucoup de monde et ça a ému beaucoup de monde. Il y aura aussi une chapelle ardente qui sera mise à disposition au Vélodrome à partir de jeudi, je crois, où tous les gens pourront aller se recueillir. On a vu aussi ce portrait devant le stade Vélodrome où des supporters ont commencé à venir rendre hommage, déposer des gerbes de fleurs devant ce portrait-là. Les gars, simplement pour lancer ce sujet-là, moi, la question que j'ai envie de vous poser, plus que ce que vous avez ressenti quand vous avez appris son décès, parce que malheureusement, on s'y attendait un petit peu, il était très fatigué ces dernières semaines. Pour des jeunes supporters comme nous, on est quand même assez jeunes tous, on n'a pas plus de la trentaine, on n'a pas forcément vécu la période Tapi, la période glorieuse des années 90. Qu'est-ce que ça vous évoque à vous quand on vous dit Bernard Tapie, vous qui n'avez pas vécu cette période-là? Mais déjà, il n'y a que toi qui étais né à l'époque. Moi, j'étais né, mais en 93, j'avais 2 ans. T'avais 2 ans. Non, mais techniquement, tu vois, pour te dire, il y a de nous quatre. Je l'ai vécu techniquement, mais. De nous quatre, il n'y a que toi qui étais né et tu savais même pas parler encore. Non, moi aussi, j'avais 6 mois. Oui, bon, toi. Non, mais si tu parles techniquement. Non, mais toi, c'est les papiers qui parlent, après, on verra. On va finir ça devant les tribunaux. Avec le consulat d'Algérie, messieurs. La rumeur dit que tu maîtrisais déjà 10 adjectifs qualificatifs à cette époque-là, c'est vraiment. On en parlera après. Non, mais les gars, simplement, qu'est-ce que ça vous évoque quand on vous dit Bernard Tapie? Ça ne peut pas faire remonter des souvenirs du coup, mais qu'est-ce que. Je ne sais pas ce qui vous vient en premier quand on parle de lui. Moi, c'est le mot légende. Désolé de prendre le devant sur. Après, je vous laisserai parler un peu plus. J'ai des trucs à faire pour l'émission. Mais moi, c'est le mot légende parce que justement, tu l'as dit, ça réveille pas des souvenirs. Donc, du coup, c'est quelqu'un qu'on m'a raconté. Et vu que j'ai une enfance un peu triste que je passais devant la télé, j'ai été éduqué par OMTV et OMTV m'a éduqué à Bernard Tapie, déjà à construire la plus grande époque de l'histoire du club. Et surtout, toutes les interviews d'anciens joueurs ou d'anciens dirigeants, c'était. Ah oui, mais Tapie c'était, ah mais Tapie c'était, ah mais Tapie c'était. Du coup, pour moi, il y a une sorte de légende qui s'est construite autour de lui, qui est tout à fait fascinante. Un peu la même chose. Après, j'ai sûrement pas regardé OMTV autant que toi, mais c'est vrai, ce qui frappait, c'est notamment le consensus de la part de clubs qu'on peut considérer comme entre guillemets rivaux. Tu penses par exemple à comment Jean-Michel Aulas parle de Bernard Tapie. Après, certes, c'est lui qui lui a mis le pied à l'étrier, etc. Oui, mais c'est vrai. Il n'y a pas de Jean-Michel Aulas à l'OL sans Bernard Tapie, de toute façon. Donc, Exactement. Et pour le coup, c'est vrai que ça fait partie, en tout cas pour les jeunes générations, d'un point de repère historique et surtout de la légende du club, qui fait qu'aujourd'hui, si on considère aussi le club comme nous on le considère et comme on le supporte et comme on l'aime, c'est aussi parce qu'il y a eu cette personne-là. Donc c'est vrai que ça évoque quand même des choses assez importantes à l'échelle d'un club, même si on ne l'a pas vécu. Moi, je dirais 2 mots. Mythe, pour rejoindre un peu ce que disait Idriss, c'est union, dans le sens où, comme vous tous, Tapie, on me l'a raconté, on était trop jeunes pour le connaître, même son deuxième passage à l'OM, on était tous jeunes et on comprenait encore rien au ballon. Mais du coup, l'ancienne génération me parlait de Tapie, et même si c'était des personnes qui n'étaient pas forcément amoureuses de foot comme nous actuellement, tu vois, qui bouffons du foot H24, et c'est pour ça que je dis union, car il a réussi à rassembler des gens qui aimaient juste le foot de manière occasionnelle, mais derrière l'entité OM. Il a vraiment créé un truc. Vas-y, finis. Tu peux prendre n'importe quel Marseillais dans la rue de n'importe quel âge, et surtout même de l'ancienne génération, tu dis Tapie,
il a les yeux qui brillent. Et ensuite, du coup, ça m'emmène au deuxième mot, à savoir mythe, dans le sens où il y a plein d'histoires autour de lui. On ne sait pas si c'est vrai. Parfois, c'est exagéré, on te raconte des histoires dans le vestiaire, ce qu'il faisait avant le match, après le match, etc. Tu vois. Mais les gens, ils le racontent avec une telle passion que, au moins, tu écoutes. C'est pour ça que j'ai utilisé ces deux mots. Idriss, tu voulais rebondir sur ce que disait Ama. Je voulais dire que son passage en politique avait aidé à mettre Tapi et l'OM dans la bouche de certaines personnes qui n'en ont rien à faire du foot. C'était que son passage en politique, il faut rappeler que Bernard Tapie était ministre de la Ville, ministre de Mitterrand, alors qu'il était président de l'OM. Imaginez juste une seconde Jean-Michel Blanquer ou Marlène Schiappa, président des Girondins de Bordeaux ou du LOSC, pour qu'on rigole 2 secondes. Donc voilà, pour vous dire quel personnage c'était. Pardon, Marwan. On a perdu. Oui, vas-y, Merwan, vas-y. On croyait qu'on t'avait perdu, mais vas-y. Leur seule fonction, alors t'imagines s'ils occupaient les deux mandats? Catastrophe. Alors juste, il y a un petit grésillement, on va essayer de voir d'où ça vient les amis et on va essayer de l'arrêter. Oui, Ouais, le voilà. technicien est Je dessus. suis en train de voir, mais bref, pour vous dire, c'était un personnage qui dépassait le cadre du football. Limite, nous, on le connaissait par l'OM et le monde du sport le connaissait par l'OM, mais l'OM l'a aussi propulsé très haut en politique et dans la pop culture, je dirais même pas ça, mais sur le devant de la scène française, Bernard Tapie, c'était devenu un personnage à travers l'OM. Où il faisait, après, je regardais tout à l'heure un truc, le très bon d'ailleurs, je le conseille si vous pouvez le regarder en replay, le Un jour un destin, qui avait dû être préparé il y a quelques mois parce qu'il est sorti très très vite quand même. J'aime bien, je sais qu'il y a des gens qui sont très forts en montage, mais monter 1h30 de trucs comme ça, bon bref. Ah, mais tu sais, c'est un peu Oui, comme c'est des les nécros, je sais, je rigole, mais les bon. nécros, voilà, tout le monde sait comment ça se passe, les nécros dans les journaux qui Oui, sont c'est prêts. préparé des mois à l'avance. Voilà. Mais Bah, pour collaborer avec d'autres, la nécro de Bernard Tapie était prête. Hein. Oui, non, mais Oui, je bah sais, oui, je le dis en j'imagine. rigolant, mais parce qu'en fait, Et il faut pas être choqué, c'est normal. non, c'est mais tout je à le fait dis en normal. rigolant parce que pour le coup, il y a vraiment des trucs très récents dans le documentaire. Donc c'est juste, en fait, par la vanne, saluer le professionnalisme et l'efficacité de l'équipe. D'un jour un destin, du coup, regardez-le si vous pouvez le choper. Il date d'hier soir sur France 2 et c'est très très bien. Et il y avait, du coup, quand il racontait qu'après la présidence de l'OM, après l'affaire VA, tout ça, il anime des émissions sur TF1 qui s'appellent Ambition, où il y a 11 000 personnes dans la salle, dans un zénith. Il fait la tournée des zéniths de France pour faire des meetings entrepreneurial, motivationnels, tout ce que tu veux. C'est incroyable. Et voilà, c'est juste un personnage incroyable. Et après, pour nous, vu qu'on est une émission de foot, rappelez juste son arrivée dans le foot. Bernard Tapie à l'OM en 86, il arrive parce que Gaston Defer le propulse un peu là, parce qu'il y a les minots qui ont remonté le club en D1, mais derrière le club fait pas grand chose. Et Defer, donc qui est un proche de Mitterrand, Bernard Tapie traînait déjà un peu en politique, ramène Tapie à l'OM. Et à l'époque, dans le foot français, il y avait un triangle. Il y avait Francis Borrelli et le Paris Saint-Germain au nord. Il y avait Claude Bèze, Girondins de Bordeaux au sud. Ouest, et il y avait Jean-Louis Campora à Monaco au sud-est. À eux trois, ils se partageaient l'argent du foot français, ils se partageaient les bons joueurs, ils se partageaient les agents, tout ce que tu veux. Ils maîtrisaient le football français. Et t'as un mec qui est arrivé, qui s'appelle Bernard Tapie, qui est arrivé à l'OM et qui a dit: ah, c'est comme ça que ça se passe ici, ah, vous faites comme ça, ok, d'accord, ouais. Ouais, tu veux qu'on partage en 4? Non, je vais tout prendre en fait. Mais tu sais que Tapie explique ça dans l'excellent documentaire qu'avait fait France 3. C'est l'histoire d'un but. C'est l'histoire d'un but qui est disponible sur YouTube. Alors pas en entier, mais il manque 3 minutes au début, vous manquez rien, très franchement. C'est absolument passionnant. Il explique que c'est pour ça qu'il fait venir Giresse à l'OM, voilà. C'est pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et dire maintenant c'est plus vous les boss. Et surtout, parce que déjà le symbole d'aller chercher Alain Giresse, qui est juste, et aujourd'hui on est le 5 octobre 2021, c'est toujours le cas, le plus grand joueur de l'histoire des Girondins de Bordeaux, même si j'embrasse Marwan Chamakh et Yohan Gourcuff. Il va chercher Alain Giresse en fin de carrière. Tout le monde pensait que Giresse allait finir sa carrière à Bordeaux à une époque où les transferts ne se faisaient quasiment pas. Et il va non seulement il quitte Bordeaux, mais il va à l'OM. Oui, c'est invraisemblable. C'est vrai qu'aujourd'hui ça paraît un peu. Mais on se dirait ouais, c'est presque business, banal, mais à l'époque c'est l'argent. À l'époque, invraisemblable. c'était un tremblement de terre. Ouais. Et surtout, celui qui était vu comme le futur du foot français, qui jouait à Bruges et qui avait un accord avec l'AS Monaco, qui avait un accord, une parole d'homme à l'AS Monaco, même s'il n'avait rien signé, et qui va nous faire une Chuyung Park 20 ans avant, et qui va prendre la voiture, se faufiler alors qu'il devait le lendemain signer son contrat à 2 heures de route,
et venir signer à Marseille, c'est Jean-Pierre Papin. Le même été 86, qui vient signer à l'OM alors qu'il il était prévu pour être la prochaine star de Monaco. Et il vient signer à l'OM. Et donc Tapi arrive et en 2 mois, il fait signer Giresse et Papin. Et juste avant la fin de cette saison-là, l'OM est en finale de Coupe de France. Et c'est lui, alors qu'il n'est pas officiellement encore président, qui va faire la présentation auprès de François Mitterrand pour la finale de la Coupe de France 86. Donc voilà, Bernard Tapie arrive et il dit « D'accord, c'est très bien, je vois comment ça marche, c'est une belle organisation, mais je vais tout jeter par terre et je vais faire comme j'ai envie. » Et le pire, c'est que ça a marché. Il y a l'OM qui vient de tweeter là à l'instant, donc qui confirme ce que je disais en introduction. Donc il y aurait bien une chapelle ardente ce jeudi au stade Vélodrome. Donc l'OM précise, les Marseillais pourront se recueillir devant son cercueil. Donc jeudi 7 octobre de 16h à 20h. Le cercueil de Bernard Tapie sera déposé dans le hall 1 de l'Orange Vélodrome en présence de sa famille. Donc tous les Marseillais qui le souhaitent pourront se recueillir une dernière fois auprès du boss. Les gars, une question que j'ai envie de vous poser. Là, Idriss, tu évoquais Campora, Claude Bèze, en fait de très grands présidents. Est-ce que Tapie est le plus grand président de l'histoire du foot français? Il y a Aulas dans la discussion, mais... Il y a Aulas dans la discussion, bien sûr, mais... Et puis Tapie, au final, ça dure quoi, 7 ans, de 86 à 93, et puis ça finit très très mal quand même. Même si ça finit ça a presque fini bien, mais ça finit très 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 mal. Donc, le souci, c'est que voilà, il y a cette tâche qui est indélébile et qui peut remettre en cause cette position, et il y a aussi le fait que ce soit entre guillemets que 7 ans. Même si évidemment ce sont 7 années exceptionnelles. Après, c'est long quand même 7 ans. Ouais, mais tu vois, quand tu compares à Aulas, disciple Aulas, quoi, c'est ça le truc. Mais en même temps, Aulas en Ligue des Champions, il n'a jamais approché ce qu'il a fait au niveau européen. Il a fait une demi de Ligue des Champions, une demi de Ligue Europa. Mais il n'a jamais fait 2 finales de Ligue des Champions. Et puis même, Ama, si je peux me permettre, je vous renvoie à l'excellente émission qu'on avait fait l'année dernière sur la rivalité OM-Lyon avec Sofiane de Winamax. C'est que Tapie, via son OM, a inscrit, au-delà de la victoire en Ligue des Champions, a inscrit l'OM en tant que patrimoine culturel de la France. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si on a des fans de l'OM à Lens, en Normandie, partout où on va, partout c'est chez nous, comme disait le slogan en 2018 de Puma, c'est que c'est parce que Bernard Tapie a inscrit l'OM comme objet de culture au même titre dans les années 90 que Dorothée ou Johnny Hallyday. Il y avait l'OM, c'était l'OM. Et au même titre que les Verts, au final. Mais même les Verts de 70, ça s'est étiolé avec le temps. L'OM ne s'est toujours pas effondré. Alors que Lyon, tu sors de la banlieue de Lyon, il n'y a plus de supporters de Lyon. Tu vois ? Oui, non, c'est là où c'est ce qu'a réussi Tapie par rapport à ce qu'a n'a pas réussi Aulas. Oui, non, c'est un bon argument pour dire que oui, c'est peut-être le plus grand président de l'histoire du foot français, parce que ce qu'il a apporté aussi, c'est comment dire, une culture du très haut niveau, mais dans tous les domaines. Par exemple, les transferts. Alors, on a parlé de Giresse. Faut pas oublier aussi qu'il était à 2 doigts de boucler Maradona. Maradona, c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du foot. Et Tapie, même s'il avait énormément de moyens, ça aussi, il ne faut pas non plus l'occulter. Avec financier, oui, bien sûr. Ouais, c'était pas non plus le PSG de maintenant, tu vois. Donc, pas le PSG, mais on pourrait te comparer à Monaco, par exemple, où il y a une grosse capacité d'investissement, même si c'est pas inépuisable. Oui, voilà. Et même, il a tellement apporté cette culture du haut niveau, du très haut niveau au niveau sportif, et que finalement, plusieurs clubs en ont bénéficié. Bordeaux a voulu rester au niveau de l'OM. Tapie a fait en sorte que Paris soit un concurrent viable sur le long terme pour l'attractivité du championnat. Ce qu'il faut aussi mettre en valeur quand on parle de ruissellement par-ci par-là, là, à notre époque, et que ça n'a pas vraiment de sens. Donc oui, mine de rien, au final, sa patte sur le football français est très très grande, même si ça termine sur une tâche, je répète, indélébile, mais au final, si on fait le bilan, ça reste quand même très positif à mes yeux. Tu peux voir les choses, exactement, en fait, tu peux voir les choses de 2 manières. Soit tu parles uniquement de mandat pur et dur et de ce qu'il a fait dans son club, et là tu peux te dire que Jean-Michel Aulas, il est quand même bien placé pour être le meilleur. Mais si tu prends entre guillemets l'image globale, et je pense que vous le faites très bien depuis tout à l'heure, c'est que dans ce qu'est Tapie en tant que président de l'OM et dans ce qu'il a provoqué entre guillemets, je pense qu'indéniablement c'est peut-être celui qui a eu le plus d'effets durables sur ce championnat
parce qu'effectivement, il installe Aulas et il fait de Paris un véritable concurrent qui va réussir à tenir la dragée haute à l'OM, voire même avoir ses plus grosses années dans le milieu des années 90. Oui, Donc, pour ouais, rebondir. Vas-y, je crois que tu avais fini, vas-y. non, j'ai fini, bien sûr, vas-y. Mais pour rebondir sur ce qu'a dit Hamas, c'est le mot ruissellement. C'était que Tapi, bon, il voulait que l'OM soit au-dessus de tout, et voilà, c'est son club. Mais il voulait toujours avoir un concurrent. Quand Bordeaux s'est effondré au début des années 90, tac, il s'est allié à Canal et a créé la rivalité, du coup, logique à la base. Mais logique, enfin, à la base, non, sur le papier, entre Marseille et Paris. Entre l'OM et le PSG, elle a été créée de toutes pièces par Tapi et Denisot. Et derrière, ça a été avec Monaco, où Monaco venait embêter l'OM sur la saison 90 et 91. Tu nous as volé le titre, Manu. Voilà, cette légendaire vidéo entre Dimeco et Manu Petit. Voilà, bref, entre 90 et 91. Et puis surtout, quand vous regardez les 22 de 98, ben, il y a sur les 4 leaders de l'équipe, tu as Deschamps, Desailly, Laurent Blanc, Barthez. Leader de vestiaire. T'en as 3 qui sont passés par l'OM de Tapi. Et t'en as 2 en plus qui sont reconnus, dont un qui a failli faire de la prison, comme ses fils, avec Deschamps et Desailly. Deschamps, il y a un vrai rapport filial avec Bernard Tapie. C'était un rapport de père-fils. Et le fait que Deschamps ait échappé par miracle, de toute façon, il n'y a pas d'autre mot, à l'affaire du Fosséa et à l'affaire VAOM, c'est pour moi un des plus grands mystères de l'histoire du foot français. Et il en parlera bien mieux que moi si un jour il décide d'en parler. Mais bref, il a appris au football français à gagner. Il a appris au football français d'arrêter de se complexer en disant oui, on aime le beau jeu parce que la France est le beau jeu, tant pis si on perd. Lui, non, il s'en fout, il veut gagner. Et parce que l'OM, à part l'OM de 90, même l'OM de 91, faut pas rêver, c'était pas très beau à voir. On aime bien Goethals, mais c'était pas, même pour l'époque, c'était déjà très dur à regarder. 90, c'est bien. 91, 93, c'est de la merde. Il voulait à tout prix gagner et ça a provoqué, ça a lancé un petit peu son côté sombre, sa part sombre. Avant d'évoquer tous les hommages qui peuvent lui être rendus, un autre point qu'on est forcé d'évoquer quand on parle de Bernard Tapie, c'est comme tu le disais, Hamas, cette grosse tâche à la fin, ce gros point noir à la fin de son règne. Est-ce qu'on peut tout balayer d'un revers de main? Est-ce qu'on s'en fout? Quelle position vous avez, les gars, face à ça, face à cette fin dramatique et qui plombe tout, qui plombe l'OM, qui le plombe à lui? Quel regard vous avez sur ça, finalement? Non, effacer tout, non. Mais comment te dire, si je peux faire un parallèle avec un autre Marseillais, même si les faits sont moins graves, c'est Zidane, qui termine sa carrière sur une tâche lui aussi indélébile, un carton rouge qui prive potentiellement la France d'une Coupe du Monde. Mais au final, on n'a pas oublié tout ce que Zidane a fait pour l'équipe de France et le foot français. Tapie en soi, c'est pareil, ça fait partie de sa légende. On a utilisé le terme mythe, légende et tout. Quand on utilise ces deux termes, il n'y a pas forcément que le positif. Il y a aussi les histoires dans l'histoire. Et celle-là en fait partie tout simplement. Ça fait partie de son histoire, tout simplement. Oui, bien sûr. Et puis ça rappelle que c'est qu'un homme, tu vois. Et puis de toute façon, il faut pas non plus faire une hagiographie pour faire une hagiographie, balancer des fleurs parce qu'il est mort et que voilà, c'est de convenance. Voilà, il a fait des choses très très bien, mais il a aussi sa part d'ombre. Et à mon avis, tu as des choses, quand tu es à ce niveau de commandement, à ce niveau de direction dans un club et même dans un pays, tu as aussi les mains qui tremblent dans des affaires qui sont pas forcément éclatantes. Donc voilà, il s'est tapis dans ses travers, entre guillemets, dans sa part d'ombre. Et il n'y a pas forcément à édulcorer, il n'y a pas de nécessité à. On peut très bien dire qu'il a fait de très bonnes choses et d'autres beaucoup moins sérieuses. Les gars, pour conclure sur le sujet tapis, et on travaillera ensuite sur une émission bien plus fournie sur le sujet avec peut-être des intervenants qui l'ont côtoyé. Là, on voulait simplement lui rendre hommage pendant quelques minutes et on va boucler sur ça, on passera ensuite au match. Mais pour conclure sur ce sujet-là, on en parlait un petit peu hors antenne, Idriss, concernant l'hommage qui peut lui être rendu. Alors, l'OM a déjà commencé, comme je viens de l'expliquer il y a quelques minutes, son cercueil sera déposé dans le hall du stade Vélodrome et les supporters pourront se recueillir devant.
Mais ça a beaucoup parlé de renommer le stade Vélodrome en stade Bernard Tapie Vélodrome. Certains parlent de renommer une tribune, d'autres d'une statue. J'ai même vu passer station de métro. Ça, je l'avais pas vu passer. Oui, moi j'ai vu passer station de métro. Quelqu'un me proposait. Noailles, Notre-Dame du Mont, Castellane, Tapie. Non, de changer le rond-point du Prado en Pape Diouf et le Dromel en Bernard Tapie. Oui, Florian Thauvin à la place de Bougainville aussi, tant qu'on y Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme hommage? Est-ce que c'est des propositions qui vous plaisent pas, les gars? Quelle position vous avez sur ça? Moi, une minute de silence, ça me va très bien, hein. On arrête là. Hein. Une grande photo, si vous voulez, dans le salon des légendes du Vélodrome, mais c'est bon, hein. C'est déjà très bien. Après, les amis, on a quand même renommé le centre d'entraînement le centre RLD. Je pense qu'à l'échelle à la limite, c'est lui qui l'a payé. À la Non, limite. mais d'accord, bien sûr. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que si tu pars de l'aspect purement symbolique, on peut penser que, en tout cas Bernard Tapie, dans la logique d'un club comme l'OM, tu puisses lui rendre un hommage qui soit au moins à la hauteur de renommer ton centre d'entraînement. Après, moi, je suis pas partisan de renommer le Vélodrome, parce que quand même le Vélodrome était là avant Tapie, et puis sincèrement, ça fait partie de l'identité du club. Jamais il faut pas perdre la tête, tu vois. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui sera fait, parce que je pense que le club, déjà, il va être peut-être un peu importé par l'élan, entre guillemets, d'amour que vont envoyer les supporters à l'égard de Bernard Tapie. Et vont vouloir marquer le coup. En restant mesuré, je pense que quelque chose sera fait. Après, personnellement, je suis pas forcément partisan de renommer le stade. Peut-être une tribune, ça sera fait, mais sinon, je pense pas. Moi, je trouve qu'une tribune, ça aurait du sens. Mais en fait, moi, la réflexion, c'est si tu le fais pas avec Bernard Tapie, avec qui tu le fais dans l'histoire de l'OM, en fait. Très bien. Le truc, c'est que les tribunes actuellement, que ce soit Gustave Gannet et Jean Bouin, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure, Ama, c'est marrant. C'est vrai. Mais ça évoque, franchement, je suis désolé, mais ça évoque pas grand-chose à tous les jeunes d'aujourd'hui. Gannet, c'est un cycliste. Et voilà, ça évoque pas grand-chose. Donc moi, je préfère largement que cette tribune s'appelle Tribune Bernard Tapie. Ça évoquerait beaucoup de choses plus que Gustave Gannet. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais voilà, ça évoque. Tu regardes à United, Mathieu, ils ont renommé une tribune Sir Alex Ferguson. Exactement. Il y a pas, tu vois. Les gars, mais Sir Alex Ferguson, il a pas envoyé la moitié de ses joueurs en prison, en garde à vue. Je suis désolé, mais voilà. Moi, très franchement, ça me dérange énormément. Moi, je vous dis à la limite que le salon, la loge présidentielle soit renommée la loge Bernard Tapie, ça me va, si vous voulez, je m'en fous. Mais qu'une tribune ou que le centre. Ça serait ridicule, ça, autant rien faire. Hein. Une minute de silence, c'est très bien. L'hommage à Bernard Tapie, c'est soit tu renommes une tribune, soit tu fais rien du tout, mais tu vas pas renommer. On le fait pas. Hein. Très franchement, moi, je suis très très contre. Renommer une tribune, pour moi, c'est vraiment. Pour le coup, il faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour le club. Mais surtout, n'oubliez pas qu'il ne faut pas oublier tout ce que le club a fait pour lui. C'est-à-dire que tout ce qu'il a fait pour le club, pour lui. C'est surtout ça, Bernard Tapie, les gars. Faut pas oublier. Quand je dis les gars, c'est pas vous deux, hein, les enfants. Je parle non, mais je comprends. Mais après, ça, c'est ta vision. Il a mine de rien marqué toute une génération de Marseillais. Bien évidemment, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai dit depuis 20 minutes. Non, je sais, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est même des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par le foot. Et là, actuellement, quand on dit le Vélodrome, on pense à Marseille. Et c'est là que je vais rebondir sur l'argumentaire de Mathieu. J'ai du respect pour messieurs Jean Bouin et Gustave Gannet, qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Mais maintenant, justement, la génération actuelle ne les connaît pas. Peut-être qu'à l'époque, le Vélodrome avait une autre signification aux yeux des Marseillais en tant que Vélodrome. Au final, parce que Jean Bouin n'a rien à faire de Marseille. Au sens propre du terme. Mais là, maintenant, le Vélodrome, aujourd'hui, depuis des décennies, c'est l'OM. Quelle est la figure la plus marquante de l'OM de ces 30-40 dernières années? Nemanja Radonjic. C'est Tapie. Espèce d'abruti. C'est pour ça que ça me semble pas déconnant qu'une tribune, et l'une des deux en particulier, soit renommée en sa faveur, quitte à débaptiser, c'est ça le. Comment un mot aussi facile alors que toi tu sors des mots compliqués toutes les 2 minutes, et là il y a un mot aussi simple que débaptiser, il bégaye comme ça.
Bah écoute, c'est parce que à force de me couper, tu me fais perdre le fil. Putain, on peut pas rigoler 2 minutes avec lui, il faut toujours qu'il casse l'ambiance. Non, mais je viens de voir Gustave Gagné, il est mort il y a 100 ans. Il est mort en 1926. Mais pour moi, Je veux dire, personne ne sait qui c'est. Mais pour moi, ce ne sont même- c'est malheureux pour lui, mais voilà. Mais pour c'est- moi, tu sais, on parlait des stations de métro, pour moi, c'est comme Bougainville. C'était un gars à la base, mais pour moi, c'est même pas un gars, c'est un endroit. Le nom ne lui appartient plus, en fait. Tu vois ce que je veux te dire? T'imagines Si Naples a renommé son stade Diego Oui, Armando Maradona, mais on attention, peut le Maradona. Vélodrome peut avoir une tribune Bernard Mais... Tapie. Ah, ben, je suis pas d'accord, je suis désolé. Moi, Ah, très moi aussi. franchement, pour moi, tous les mauvais côtés, parce qu'on nous a enlevé le titre de 93. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'autres matchs qui auraient pu nous coûter Enfin, du tu penses temps. plus au titre de 93, tu penses à la Ligue des Champions. Non, mais pour moi, le titre de 93, je le compte. Quand tu me demandes combien de clubs, combien de championnats à l'OM, je te dis 11, je m'en fous. Mais le truc, c'est que très franchement, moi, cette affaire me dérange beaucoup. Parce que c'est un peu à la Al Capone. C'est là où il s'est fait attraper, alors qu'en fait, on savait très bien que ça existait déjà depuis plusieurs années. Très franchement, pour moi, ça enlève rien à ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça enlève pas grand-chose à ce qu'il a fait. Mais très franchement, c'est une très grosse tache noire et je serais pas surpris, mais je le prendrais plutôt mal que l'OM et la ville, puisque le stade appartient à la ville et pas à l'OM. Donc ça sera forcément débattu en conseil municipal. Lui dédie une des deux tribunes. Voilà. Donc je le prendrais plutôt mal après. Bon, écoutez, Mais qui je pense que ça suis-je sera fait en concertation aussi avec les supporters. Voilà, C'est- très franchement. Une, Et puis- et une statue, ça peut être quelque chose aussi. Ouais, bon, peut-être un peu plus, même si bon, le côté un peu culte me dérange, mais à la limite, une statue, pourquoi pas? Si des gens sont prêts à aller de façon à se recueillir sur son cercueil au stade Vélodrome, s'ils ont besoin d'avoir une statue devant le stade, bon, ça pour le coup, je suis prêt à l'accepter. On a un excellent commentaire de Woody Namnam. Il nous dit c'est comme si le stade Lamartine, on le renommait stade Jean-Luc Mengalon. Ça, pour le coup, je comprends un peu plus, parce que Bernard Tapie, L'échelle, en vrai. Non, on- je- mais oui, Bernard Tapie, il a pas Mengalon, pris, Bernard Tapie, il a pas pris un Illustre club de président DH pour l'amener en Marseille national. Moscova, on le rappelle. Ah oui, Jean-Luc Mengalon qui était reçu par Noël Le Graët et qui allait avec un survêt du Milan AC. Pour moi, c'est une légende absolue. Voilà, Est-ce que je c'est peux au le même niveau que Imboula qui va au CFC avec le survêt du Bayern? dire. Non, C'est- non, non. Non, je- il vous c'est laisse sur Jean-Luc- toute la France quand même. Non mais Jean-Luc c'est au-dessus. Il est reçu par Noël Le Graët. Noël Le Graët quand même, président de la FFF. Il y va en survêt du Milan. C'est-à-dire, à la limite, il était allé avec le survêt de son club. On aurait dit bon, allez, c'est malvenu, mais allez, le truc foot d'en bas. Il a voulu faire une symbolique. Non, Jean-Luc, c'est qu'il s'en bat les couilles. C'est juste ça. C'est une légende absolue. Un jour, on fera peut-être pas un passe ton ballon, mais je ferai un truc juste sur Jean-Luc de Ah oui, 3 non, heures. j'aime bien Jean-Luc Mengalon, on va pas faire 1h30 sur lui. Non, quand pas même, avec hein, vous, c'est- je le ferai seul avec lui et vous comprendrez le personnage parce que c'est un malade mental. Il n'y a pas d'autre mot. Mais bref. Les gars, on a fini sur Bernard Tapie, à moins que vous Oui. vouliez rajouter quelque chose pour conclure, avant qu'on passe à l'autre sujet. 32 émissions, c'est pas 32e minute, c'est déjà bien. Voilà, donc comme on l'a dit, on fera une émission vraiment qui les sera entièrement dédiée Ouais. dans les semaines à C'est venir. en cours de préparation, on a commencé déjà à lancer des idées. On vous prépare ça, on va dire, allez, avant la trêve. On va essayer de faire ça avant la Voilà. trêve, mais bon. Exactement. Vous nous connaissez. On fera ça. On fera ça. Ça fait beaucoup de promesses quand même qu'on fait et j'espère Ah, qu'on mais- pourra les tenir. Oh, la dernière promesse, c'était pas ma faute. Oui, mais du coup, on a fait une surpromesse parce qu'on a Ouais, fait une mais- promesse sur une promesse. Du coup. C'est vrai, en plus, Woody a raison. Il arrive au truc de la FFF, Jean-Luc, et il dit, sont où les petits fours? C'est vrai, je m'en rappelle. Non, mais je t'ai dit, bon, après, bon, de toute façon, Woody, c'est un pote. Et on a un peu les mêmes anecdotes sur Jean-Luc, mais la vie de ma mère, Jean-Luc, il est malade. Les gars, on passe à Lille-OM. Ouais, allez, on passe à l'OM, sinon c'est pas drôle. Allez, c'est parti, on passe à Lille-OM. Les gars, cette défaite 2-0 Ah, il y a pas de dimanche jingle. soir. Ok, si tu veux. Oh, vas-y, mets le jingle, vas-y, allez, le petit On jingle. perd déjà les bonnes vas-y. habitudes au bout de 6 Vas-y, émissions. allez, la petite virgule, le petit jingle, vas-y. Cette défaite, les gars, 2-0 sur la pelouse de Lille, un match assez compliqué, peut-être le plus mauvais match de la saison d'ailleurs pour le moment, on va en parler. 4e match sans victoire, 2e défaite consécutive en Ligue 1. On se frise les moustaches ici il y a encore quelques semaines, les gars, devant les résultats et le beau jeu déployé par l'OM. Ben, voilà, l'OM dans toute sa splendeur, 2 semaines après, on est déjà dans le doute à nouveau. Comment vous l'avez perçu ce match, les gars? Est-ce que ça vous a semblé logique? Est-ce que vous êtes surpris finalement que ça se passe mal depuis 2-3 semaines? Comment vous l'avez senti, les gars, ça? À l'image du match contre Lens, le résultat il est logique, mais la seule différence que là,
Lens avait été meilleur que nous, même si nous, on n'avait pas fait un mauvais match. Là, on a été nul contre Lille. Et On a été nuls. Pour la petite anecdote, Et j'ai envoyé un message à Ama parce qu'on prépare un autre truc, rien à voir avec l'émission. Il m'a répondu d'une sécheresse. Mathieu, tu es témoin en plus. Hein. Il m'a répondu Tout à avec fait. une agressivité à 19h25 environ. Je lui ai plus parlé de la soirée. Non, mais c'était un match très dur à regarder. La compo ne laissait pas présager quelque chose d'excitant, honnêtement, sur le papier. Et malheureusement, au final, ça a donné ce que la compo laissait présager. C'est dommage, c'est peut-être l'une des premières fois où j'estime que Sampaoli s'est trompé sur sa compo, mais on en parlera certainement dans quelques minutes. Ouais, on va parler de la compo. Alors, Vas-y, Merwan. Pour vas-y. illustrer, bah, illustrer le match, je- juste 2 secondes, regardez bien quel joueur j'ai mis pour illustrer le match côté OM. Voilà, juste. Et après, je repars. Oui, qui c'est qu'il a mis? Je vois pas le player. Ah oui, Jonathan David. Jonathan David Ou c'est Paolo Lopez de dos que tu mets. Ah, putain, j'avais pas vu Balerdi. Il faut être exprès. J'ai cherché une photo de Jonathan David avec Balerdi pendant 1 heure. Plus sérieusement, les amis, on parlera de Balerdi qui a été encore une fois catastrophique à mes yeux, mais c'est pas le sujet, parce que pour moi, il y a quand même une dynamique qui est plus profonde à l'OM depuis plusieurs matchs. Et depuis le Locomotive, hors Rennes, évidemment, je trouve que l'OM, ça va de mal en pis. Il y a quand même des déséquilibres qu'on voit depuis la préparation, et à l'époque, on ne s'alarmait pas, mais qui persistent et voire empirent au fil des compos qui se veulent de plus en plus osés et risqués. Sincèrement, moi, ça m'inquiète dans le sens où, plus que des défauts, là, on voit qu'il n'y a pas vraiment de progression et surtout que Sampaoli semble s'entêter dans des compositions qui, à mon sens, ne sont pas forcément les plus adaptées pour les joueurs qui sont en place. Et surtout, il y a un truc, moi, qui m'inquiète et qui ne m'inquiète pas à la fois, c'est le rétropodalage sur Gerson. Gerson, dont on critiquait le positionnement depuis le début de saison. Sampaoli fait un mea culpa récemment en conférence de presse en disant qu'effectivement son poste c'est plus dans l'axe. On le dit depuis le début de saison, non pas qu'on dit que des vérités, mais il y a quand même des choses qui sautent aux yeux et même pour l'œil qui n'est pas forcément le plus averti. Et Sampaoli, j'ai l'impression qu'il met un peu de temps à le voir. Donc moi j'attends de lui de la progression, peut-être une certaine remise en question, dans le sens où voilà, il y a quand même plusieurs choix qui interrogent. Après, moi, je suis personne pour attendre quoi aux caisses de Sampaoli, mais en tout cas, c'est mes attentes à mon échelle à moi. Et pour moi, Lille, en fait, pour être assez concis, ça cristallise pas mal de choses qu'on a vues ces dernières semaines, une dynamique négative tant dans le contenu que dans la forme, avec les compos un peu étranges à mon goût. Juste, moi, je vais juste faire une réflexion qui vaut ce qu'elle vaut. Paolo Lopez, son premier match, c'est contre Monaco, on est d'accord? Oui, tout à fait, oui, c'est D'accord. ça. Depuis ce match-là, on est à 1 victoire sur 5 matchs. Voilà. Ouais, je vois où tu veux en venir, mais franchement, je pense qu'il y a d'autres problèmes dans cet effectif que Paolo Lopez. C'est la seule analyse que vous aurez de moi sur ce match. Après ses arrêts, personnellement, pour Lopez. Non, en plus, Oui, en plus. franchement, il fait pas un mauvais match ce dimanche. Hein. Oui, non, mais c'est parce que j'ai envie de troller, que Mandanda, c'est mon joueur préféré, mais Oui, bon, pour le coup, on a compris. pour le coup, il fait vraiment son match contre Galatasaray déjà. Et hier, avant-hier, il fait vraiment son match. Faut qu'on arrête les émissions le mardi, ça me déboussole. Mais oui, pour le coup, il fait vraiment son match. C'est juste que j'en ai marre de le voir, c'est tout. Mais je pense qu'il faut intégrer qu'il a un Jamais. Non, mais il faut intégrer qu'il a un style atypique, peu académique, qui est pas très rassurant. Mais que peut-être que lui, dans ce style-là, il est serein au final. Et que c'est juste l'image qu'il renvoie qui nous. Mais tu sais que c'est même- C'est l'image qui renvoie quand même, Matt. T'es d'accord que. Ah, moi, c'est même pas lui. Hein. Sportive, il sent la trouille quand tu vois son visage. Non Oui, il sent la trouille, mais Je pense est-ce qu'il a vraiment la trouille, lui? Oui. Est-ce que c'était pas plutôt l'image qu'il renvoie? Oui. Je sais pas, parce que ses relances, elles sont quand même plutôt bonnes dans la plupart du temps. Et il s'en sort plutôt pas trop mal à chaque fois. Alors des fois, il fait quand même sa couille par match, un peu comme notre ami Balerdi. Merwan, tu me dirais si... Oh là là. Je pense que tu dirais ça. Tu lances la si machine. je disais ça, Quand mais- tu mets une démission, ça y est, tu lances ça, on a fini. Hein. Il part jusqu'à Non, mais il part jusqu'à ouais, une il heure. faut on peut- intégrer on fait. ça de toute façon. Et de toute façon, maintenant il joue. Donc, mais voilà, bon, bref, c'est pas le sujet, Paolo On Lopez. est à M-14 matchs avant l'option d'achat. Parce qu'au final, j'ai parlé avec des personnes et c'est pas 25, c'est 20 matchs. Donc dans 20 matchs, il coûtera 25 millions à l'OM. 25 millions, non, il peut pas coûter 25 millions. Ouais, 25, je crois pas du tout. Désolé, mais. Parce que, il a coûté 23 à Rome. Non, en vrai de vrai, c'est 16.
Non, 25, c'est Je impossible. disais ça c'est pour foutre la impossible. merde. Je voulais que dans le chat ça vienne 25 millions, mais pas du tout. Non, en vrai, c'est 16 millions. Pour le coup, c'est une info. Bon, on verra bien. Bon, voilà. Paul Lopez, c'est fait, on n'en Je parle pense que plus. d'ici Les 4 gars, matchs, Longoria va dire écoute, arrête de le faire jouer. Arrête. les gars, Vas-y, c'est bon, on change. au-delà de Paul Lopez, qu'est-ce qui ne marche plus vraiment dans cette équipe Est-ce que c'est les individualités? Est-ce que c'est le système Que voyez-vous aussi dans l'animation 3. T'as sorti les 3 arguments, c'est un mélange D'accord. des Eh bien, allez, on boucle les merci à tous. Non, mais c'est parce que le système est chelou, les joueurs changent beaucoup de postes et t'as des joueurs qui prennent moins de risques avec le ballon. Je sais même plus si c'est ici ou sur le Phocéen que je le disais, moi j'enchaîne les plateaux en ce moment, c'est ouf. que les joueurs ne prennent, que les défenseurs Saliba, Luan Pérez sur les côtés prennent moins d'initiative devant. Les ailiers sont des ailiers et ne rentrent plus trop à l'intérieur pour essayer d'embêter la défense. Et tu te retrouves avec cette ligne de milieu là où tu n'as que Guendouzi qui propose des choses, mais au final il doit aussi penser à son rôle défensif dans ce match. Et du coup il se projette un peu moins parce qu'il n'y a pas Bouba Camara aussi. Faut pas oublier qu'on joue face à Lille sans Camara, sans Payet et sans Milik. Donc encore une fois un argument pour les pro Camara. Salut Merwan. Non, Je rigole avant que tu démarres. Je rigole. non, je vais pas sur Camara parce que c'est un autre débat et pour le coup, je trouve qu'il a été très bon quand il est rentré. Excellent. Tout à fait. Que pour le coup, tu sais, quand tu parles du moins d'initiative des centraux, je trouve que ça illustre quand même quelque chose d'assez important. C'est qu'à mon avis, moi je suis Pérez et Saliba, si je prends moins d'initiative, c'est parce que tu as quand même des déséquilibres et tu sais que tu peux prendre l'eau à tout moment. Je croyais qu'il allait dire c'est parce que tu sais que t'as Balerdi dans l'axe et qu'il est pas Ouais, sur je te jure, comme moi aussi, je t'ai vu venir, Merwan, tu m'as surpris là. Non, c'est pour le coup, Balerdi, autant je le trouve catastrophique, autant je trouve qu'il y a 1000 choses à parler avant pour expliquer ce que fait l'OM cette saison. Et même avec un Balerdi sur le terrain, tu peux faire quand même beaucoup mieux. Et notamment ce côté gauche, moi je sais pas ce que vous en pensez les amis, mais je trouve que les transitions défensives côté gauche c'est catastrophique. Et on tombe souvent sur Luan Pérez parce que à raison, voilà, de temps en temps il va se jeter. Bon, et certes Balerdi derrière compense très rarement, mais c'est pas le sujet. C'est que il est absolument pas aidé par son ailier ou même parfois par les milieux. C'est qu'il y a personne côté gauche. Il n'y a personne. Et chaque match, tu regardes la proportion des espaces attaqués par les équipes qu'on joue, c'est systématiquement le côté gauche marseillais. Il n'y a personne. Et ça, je trouve que c'est le manque qui est criant. C'était déjà le cas en préparation. Ça, on est presque au quart de la saison, au 5e de la saison. Et il n'y a pas on est au quart, là. à ce niveau-là. 9e journée, t'es au 4. Le seul match, je crois, c'était en début de saison quand Rongier fait son retour dans le 11. Je sais plus contre qui c'est. C'est peut-être contre Saint-Etienne, je crois, quand Rongier est titulaire. Et Pape Gay ne l'est plus. Et quand en gros Rongier avait été titularisé dans un rôle assez important, je trouve, au milieu, où il faisait à la fois la compensation que fait Camara et en même temps il se projetait pas mal, ça permettait à Gerson de Guendouzi de venir combler ce côté gauche, entre guillemets, mais tu avais aussi Conrad. Et Conrad, pour le coup, essayait de faire des efforts, mais c'est vrai que depuis que tu as plus ces excentrés assez importants, c'est un peu plus compliqué. Moi, ça me permet de rebondir sur un Je suis d'accord avec. Vas-y, Ama. Vas-y, Ama, vas-y, c'est à toi, vas-y. Non, je suis d'accord avec ce que dit Marwan. C'est un problème que j'avais déjà souligné. Je sais plus si c'était dans l'émission de la semaine dernière ou il y a 2 semaines où on parlait justement de ce fameux côté gauche. Parce que plusieurs joueurs ont été alignés depuis le début de la saison. Tu as eu donc De La Fuente, tu as eu Enrique, tu as eu Gerson. Harit, je sais plus, mais face à Galatasaray, il joue une demi-heure. T'as eu Lirola contre Lille. T'as eu Lirola, t'as eu Under aussi au début de match contre Lille. Et c'est autant de joueurs qui sont tous utilisés à contre-emploi sur ce côté gauche qui est pourtant crucial, tout comme le côté droit d'ailleurs. Je parle des ailes qui sont des postes cruciaux dans le système de Sampaoli. Et les adversaires, comme le dit Marwan, ont ciblé cette problématique du côté de l'OM, c'est que c'est le point faible de l'OM. Tu attaques les espaces derrière les ailiers de l'OM cette saison et c'est du pain béni pour mettre à mal la défense. Et c'est clairement le reproche que je fais à Sampaoli sur ce début de saison, même si, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux ce week-end, il n'y a rien d'alarmant au niveau comptable. On est devant plein de concurrents directs au classement, mais il y a vraiment ce truc à corriger car ça peut vraiment nous jouer des tours sur certains matchs. Et justement, les gars, je voulais savoir quel serait selon vous
la solution à ce problème? Est-ce que tu mets encore un autre joueur d'un autre profil sur ses côtés, ou alors tu changes carrément de système? Mais ça veut dire qu'il faudrait encore inculquer à ces joueurs de nouvelles tâches à accomplir, etc. Ça me semble assez complexe. Un joueur qui... Parce que tu as beau parler de qui tu mets ou qui tu mets pas, il faudrait avant tout savoir ce que Sampaoli demande à ses joueurs. Et pour le coup, j'ai pas l'impression que quelqu'un se sente concerné par le repli défensif côté gauche. À mon avis, soit les joueurs n'arrivent pas à assimiler ce que demande Sampaoli, parce qu'à mon avis, Sampaoli, c'est pas non plus un débile, et ils arrivent quand même en vidéo à voir ce qui se passe, et puis même quand il est sur le bord du terrain, à savoir que tu te fais trouer côté gauche, du coup côté droit de l'adversaire, parce que sincèrement, les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais on n'a pas joué contre des génies depuis le début de la saison 1. Lille, je suis désolé, ils font leur match, mais c'est pas une performance incroyable. Lens, ils ont su cibler, ils ont su cadrer l'Olympique de Marseille et jouer sur nos faiblesses. C'est pas une performance incroyable non plus. Bon, Quand tu joues à Nice, je suis pas d'accord pour Lens. Mais sinon, je suis d'accord ils pour ont fait Lille. leur Je suis match, d'accord. un très bon match, je pense, mais c'était pas non plus incroyable. Après, je pense qu'avec les individualités que tu as, tu te feras rarement traîner au sol pendant 90 minutes. Tu auras toujours une équipe qui sera au mieux un peu plus forte que toi. Lille, pour le coup, dans les 10 dernières minutes, c'était assez violent à regarder. Mais sinon, sur tout le reste du match, ils font un match en plus. Mais pour le coup, Lens fait vraiment un très 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 bon match. Ah oui, bien sûr, mais pour le coup, en fait, ce que je veux te dire, c'est que pour faire un très bon match, en gros, Lens n'avait pas non plus besoin d'élever leur niveau de jeu ou d'être particulièrement bon, tant en gros, les faiblesses de Nîmes sont faciles à exploiter et sont prédictibles, et surtout ne sont pas corrigées cette saison. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est ça qui me choque en fait. Et Matt, je sais que tu es un peu occupé à la présentation de l'émission, mais toi, qu'est-ce que tu en penses de ce point-là? On ne progresse pas, j'ai l'impression. Moi, j'allais embrayer sur ce que disait Ama, qui parlait de ce côté gauche notamment. Moi, je trouve qu'il y avait un joueur qui s'en était pas trop mal sorti l'an dernier, les premiers mois de Sampaoli, qui avait été placé à ce poste-là, c'est Luis Enrique, qui fait pas un bon début de saison. Il est pas au niveau qu'on l'a vu ces derniers mois. Mais je trouve qu'il avait plutôt bien assimilé ce rôle-là. Il était plutôt bon dans le repli défensif notamment, et c'est là que le bas blesse, comme le disait Ama. Je trouve qu'il mériterait peut-être d'être retesté à ce poste-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars. Il mérite peut-être pas forcément sur son début de saison. Ça, je l'entends bien parce qu'il n'a pas forcément répondu aux attentes. Mais il a peut-être été, pour moi, un peu trop vite mis au placard là, sur ce début de saison. Moi, Luis Enrique, ce que j'aimerais avec toute la pédagogie qui va avec, attention, c'est qu'il soit avec la réserve pendant 1 ou 2 matchs, juste pour qu'il plante, juste pour relancer la machine au niveau confiance, juste pour qu'à un niveau compétitif, ils se disent c'est bon, allez, je retrouve des sensations. Avec toute la pédagogie qui va avec, sans que ça soit une punition loin de là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a que 19 ans, 20 ans. C'est en quelle année Luis Enrique? 2000? Il est très très jeune, oui. Je crois que c'est en 2001. Je crois que c'est en 2001. Il a 19 ans, je crois. Ouais, 19, voilà, 20 ans. il est très très jeune. Il y a des joueurs en réserve qui sont déjà plus âgés que lui. Donc laissons-le avec la réserve 1 ou 2 matchs, pas plus, parce qu'après ça va le tuer, parce que le flashes football, ça va le bousiller le cerveau. mais 1 ou 2 matchs qui relancent la machine. Là, le prochain match, c'est samedi contre Lyon. En plus, il n'y a même pas de match de Ligue 1 en même temps, donc tu peux redescendre avec la réserve. Mets un petit doublé et tu remontes avec la Ligue 1, parce que le problème de Luis Enrique, c'est juste un problème de confiance, on le voit quand il rentre. L'an dernier, il rentrait, il était tellement frustré avec les fourmis dans les jambes des 6 mois qu'il venait de passer avec l'épicier portugais, que quand il rentrait sur le terrain, il avait envie de tout bousculer, de tout péter. Et ça s'est traduit à chaque fois par des passes décisives. Là, je pense que c'est... Là, vous ne trouviez pas qu'il avait bien assimilé ce rôle de d'ailier gauche, un peu défenseur, un peu attaquant l'an dernier, les premiers mois de Sampaoli? C'était un rôle d'hybride, mais différent. C'était un rôle d'ailier milieu de terrain, c'était pas un rôle d'ailier attaquant comme aujourd'hui. Parce qu'il arrivait quand même à faire son repli défensif et il faisait ses passes décisives en même temps. Je le trouvais plutôt intéressant. Complètement, on est d'accord. Mais... C'est exactement ce que dit Idriss, c'est que pour le coup, je pense qu'il ne joue pas parce qu'il ne mérite pas de jouer, mais c'est parce que les ailiers, cette saison, ont un rôle fondamentalement différent de celui de la saison dernière. C'est vrai, tu as raison, c'est vrai. Parce que sur ce début de saison, tu ne pouvais pas t'appuyer sur Milik, et Enrique il s'est illustré comment dans un rôle de support, et notamment en faisant le bon choix de transmission au bon moment, et surtout en étant très précis dans la dernière passe. Et pour les ailiers l'an dernier, c'est pas Thauvin, tu peux pas leur demander d'aller dans le dos des défenseurs. Ouais, c'est sûr, c'est clair. Peut-être qu'avec le retour de Milik, qui aura besoin d'être abreuvé de ballons, peut-être que Luis Enrique aura peut-être un peu plus de chance. Mais depuis le début de saison, on dit quand Lirola et Milik vont revenir, donc c'est le temps, c'est l'heure, ça y est. Ça y est, on y est. Moi, j'avais un autre nom à ce poste qui n'a pas du tout été utilisé et qui est totalement blacklisté depuis le début de la saison. Vous voyez de qui je parle.
Oui, bien sûr. À ma vie, les Nemanja gars, Radovic, va bien. dans une sorte de 3-5-2, 5-3-2, là, comme fait Sampaoli, pour moi, à gauche, ça serait son meilleur poste. Déjà, il est pour moi inutilisable dans une défense à 3. Je sais pas ce qu'il fout en défense centrale. On voit que c'est totalement contre nature. Et mine de rien, à ma vie, c'est vrai que maintenant, il est plus à la mode parce qu'il est blacklisté. Il a joué encore moins que Milik, qui est revenu il y a 2 matchs depuis le début de la saison. Donc, c'est pour vous dire à quel point il est utilisé. On sait que c'est pas forcément le meilleur arrière-gauche du championnat. Mais mine de rien, quand il est en forme et quand il est en confiance, c'est un bon joueur qui rend des services, qui peut apporter offensivement et qui a un sacré coffre pour revenir derrière. Donc, au vu du système qu'on utilise, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas eu plus sa chance. Peut-être qu'il y a eu des choses en interne, ça je ne sais pas. Mais sur le papier, juste sur la qualité et le profil du joueur, je suis très étonné qu'il soit aussi peu utilisé dans le système utilisé depuis le début de la saison. Il va te servir comment offensivement, à ma vie, dans cette équipe, alors qu'il a déjà à peine un pied gauche et il n'a pas de pied droit. Certes, aller pour conduire le ballon, mais sincèrement, déjà que quand il était dans une défense à 4, défensivement, les espaces, il n'arrivait pas à la gérer. Déjà, son poste, il n'existe pas dans le système actuel de Sampaoli. C'est que là, c'est plutôt un. Enfin, il n'y a pas de piston déjà, et tu as plutôt des ailiers excentrés qui sont capables de repiquer. À ma vie, il n'est pas capable de jouer à l'intérieur. Je pense que même si on a pu le voir que de temps en temps, il était plutôt notre demi-espace gauche la saison dernière, puis même sous AVB de temps en temps. Mais sincèrement, je vois pas où tu peux le mettre, à ma vie, là. Et même ça fait Ça serait sur le côté gauche. La saison dernière, je blaguais souvent sur le fait que la meilleure arme offensive de l'OM de Villas-Boas, c'était la transversale de Tchaïta Tsar en direction d'Amavi qui prenait le côté. C'était le seul circuit de passe qu'on avait. Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, Amavi, il va te les avaler les kilomètres sur le côté gauche, chose que ne va pas faire forcément un Gerson qui a été utilisé sur le côté gauche depuis le début de la saison, un De La Fuente défensivement qui va rechigner parfois, Enrique aussi, etc. Parce que mine de rien, sur ce côté, il y a une part de travail défensif. Et jusqu'à présent, tous les joueurs qui ont été utilisés depuis le début de la saison par Sampaoli à ce poste n'ont pas rempli à la perfection cette tâche, même si c'est pas forcément la tâche principale qu'il aurait demandé. Mais mine de rien, sur certains matchs, on a pu voir que ça nous a joué des tours. Après, à ma vie, même si défensivement, c'est pas l'assurance tout risque, au moins il fait semblant de se déplacer. Conrad, il reste devant, il regarde ce qui se passe. Mais après... Le problème d'Amavi, c'est qu'on voit clairement que Sampaoli n'est pas fan et Amavi n'a rien arrangé avec une prestation cataclysmique contre Angers, rappelez-vous. Hein. Ouais, mais il joue en défense centrale, tu sais qu'il va servir à rien là en fait. Avec toi, mais moi je rejoins un petit peu Merwan sur son apport offensif. T'as l'impression en fait qu'il apporte parce qu'il fait beaucoup de déplacements, il est place, mais en vrai il sert à rien. Il est beaucoup disponible et tout, mais il n'a pas une qualité de centre folle, une qualité de frappe folle, une qualité de performance folle. Oui, d'accord, mais du coup, en fait, ça serait le mec qui, comment dire, moi, juste qui va essayer de te maintenir le côté gauche pour permettre aussi au côté droit d'avoir carte blanche sur un équilibre sur le côté offensif. Parce que mine de rien, Under aussi à droite, c'est pas un grand défenseur, et Lirola, quand il a été mis à droite, les rares fautes depuis le début de la saison, parce qu'il est surtout dans la ligne de 3, eh ben pour l'instant, c'est pas le même Lirola que l'année dernière non plus, comme s'il était pris entre deux eaux. Il a un rôle différent, Lirola. Je sais pas. Il était à son poste. En soi, oui, sur le terrain, il est à son poste, mais il n'a pas le même rôle, il n'a pas la même mission. Non, bien sûr. Et ça change beaucoup de choses, parce que l'an dernier, on lui dit, écoute, le couloir droit, tu vois, c'est à toi, tu fais ce que tu veux. Et là, cette année, on lui dit, écoute, le couloir droit, tu vois, ok, dès qu'Under il a le ballon, tu vas derrière. Non, contre Lille, il avait vraiment cette position d'excentré droit qu'on réclamait depuis le début de saison, mais pour le coup, ce qui est dommage, et peut-être que ça va nous permettre d'avancer un peu dans l'émission, c'est le fait que Sampaoli, il va construire des choses et déconstruire d'autres en même temps. Oui, c'est ça. C'est complètement ça qui me dérange, moi. C'est un point intéressant. Vas-y, Merwan, vas-y. T'as fait la transition, mon pote, c'est une passe décisive. Ouais, exactement. C'est que, par exemple, Lirola, il va le mettre à la place qu'on réclame depuis le début de saison. Et Under, beaucoup ont demandé à le tester dans l'axe du terrain, plutôt côté droit. Et là, pour le coup, Sampaoli a mis Under dans l'axe du terrain, effectivement, mais côté gauche, et Lirola en même temps à la place qu'on lui demandait. Et ce qui fait qu'Under était complètement contre nature et il perdait 2-3 secondes pour se mettre sur son bon pied, parce qu'il est quand même monomaniaque avec son pied gauche, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est le problème des gauchers. Hein. Voilà. Et en même temps,
plus de présence dans la surface parce que tu n'avais pas Milik au début du match. Tu n'avais pas non plus des liés excentrés à gauche capables d'apporter aussi en rentrant sur le terrain. Donc Lirola, il arrivait, il débordait, il centrait, mais pour personne, parce que tu avais Rongier et Dieng dans la moitié adverse qui étaient véritablement influents. Et tu te dis, mais pourquoi du coup? Tu vois, pourquoi? C'est quelque chose qui est assez pointé du doigt, ce que tu dis, Merwan. C'est peut-être la trop grosse rotation opérée par Sampaoli de match en match. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Est-ce que pour vous, l'effectif et le 11 tournent trop pour assimiler un tel projet de jeu, pour nouer des automatismes Ouais. Est-ce qu'il y a trop de rotation? Est-ce qu'il n'y en a pas assez au contraire? Enfin, je ne sais pas comment vous vous positionnez sur ce sujet. Alors moi, le seul point qui me dérange, après je laisserai Ama s'il a quelque chose à dire, c'est pas tellement le fait que tu changes de joueur, c'est qu'il n'y a aucun acquis en fait. C'est que Guendouzi, il était excellent dans ce poste de demi-milieu gauche, et on le fait passer demi-milieu droit pour derrière Under. On demandait à Gerson de se projeter, de vraiment coller l'ailier pour amener de la présence devant parce que l'attaquant c'était Payet et qu'on savait très bien que Payet n'allait pas rester devant rien faire. Il le faisait. Du coup, on lui dit non, mais recule un peu parce que là, derrière, du coup, on a besoin d'équilibre. Il n'y a aucun acquis dans cette équipe. Il n'y a aucun acquis, tout bouge. C'est même pas, comme je disais, du coup, c'est même pas tant que les joueurs changent d'une semaine à l'autre, c'est les rôles qui changent. C'est qu'on demande à des joueurs des rôles différents de match en match et que tu peux pas installer avec autant de nouveaux joueurs, avec un système aussi compliqué à assimiler, de leur demander des choses différentes chaque semaine en espérant que ils aient des performances à chaque fois du même niveau. C'est pas possible. Donc moi, ce que je vais demander à Sampaoli, c'est au-delà d'avoir un peu plus de continuité dans ses compositions, parce que c'est vrai que moi, le turnover commence un peu à m'agacer, c'est d'avoir une ligne directrice. Une vraie ligne directrice. Parce que là, il y a une idée directrice, mais avec des outils qui changent à chaque fois. Et ça me dérange. Je rejoins un peu ce que dit Idriss. C'est pas la rotation qui me gêne. De toute façon, vu le calendrier effréné qu'on a, les joueurs, tu es obligé de les changer. On joue tous les 3 jours, tu vas pas tout le temps avoir le même 11. Mais par contre, puis, utiliser. Je te coupe la parole, après je te laisse finir. C'est aussi, il faut garder tous les joueurs concernés. C'est que tu es au début de la saison, tu peux pas dire à un joueur, écoute, tu joueras s'il y a une blessure en novembre. Oui, ça fait partie de la gestion d'un vestiaire, tout à fait. Ouais, bien sûr. Je te laisse finir, désolé. Mais oui, comme le disait Idriss, c'est le fait que les rôles soient différents. Bien sûr. On sait que Sampaoli, à l'image d'Mbielsa, aime les joueurs polyvalents, mais il y a polyvalence et polyvalence. Hunter, tu peux pas lui dire un match de jouer à droite, puis de jouer à gauche. Luan Pérez, qui fait quasiment à 1m90, pardon, qui a joué toute la saison en centrale, tu peux pas lui dire de jouer un coup à gauche. Rangier, ça fait un petit moment qu'il est à l'OM, tu peux pas lui demander de jouer limite 9,5, comme il a fait contre lui, Gerson. On sait qu'il a du mal à s'adapter, tu peux pas le trimballer un coup pareil, derrière l'attaquant, à gauche, dans la ligne de 3 des milieux. Donc c'est... Puis derrière, du coup, comme il l'a fait dimanche. Exactement, donc là c'est... Il est en Marcos Llorente gauchant, il faudrait que dans l'idéal, Sampaoli attribue 2 rôles maximum à un joueur, mais pas 3-4. On a un effectif qui a été renouvelé à minimum 70%. Tu peux pas, en plus de ce renouvellement, demander trop de changements de poste à un joueur en aussi peu de matchs, parce que on a joué 9 journées de championnat et 2 de Ligue Europa. Et les joueurs forcément seront chamboulés. Tu ne peux pas leur demander du coup d'avoir des prestations exceptionnelles avec autant de problématiques à gérer en aussi peu de temps. Ouais. C'est usant mentalement, je pense, pour les joueurs. C'est clairement usant. Je pense aussi qu'ils doivent avoir mal à la tête, les mecs qui s'entraînent. Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, croyez-moi, à part la veille du match, les joueurs ne savent pas ce qu'ils vont faire le week-end s'ils ne jouent pas. Donc du coup, tu peux pas te dire, écoute, je m'entraîne tous les jours comme j'ai fait le dernier match. À l'image, je prends l'exemple, c'est pas une info que je donne. À l'image, par exemple, d'un Guendouzi qui s'entraîne toute la semaine à passer dans le dos de Conrad ou à compenser les duels perdus de Luan Pérez et arriver dimanche et à te dire, bon bah écoute, tu vas jouer milieu à côté de Bouba Camara et tu vas faire le tampon avec Payet. C'est ça le problème, c'est pas tant le fait de savoir jouer ou pas, c'est le fait de travailler un rôle la semaine et peut-être de fin. Je sais pas si c'est le cas, hein, mais dans le cas que tu exposes, c'est plutôt ça le problème. Parce qu'à la limite, ils savent pas s'ils vont jouer ou pas, peu importe, tu vois. Ils doivent être prêts. Justement, c'est ce que je dis. C'est le rôle, ouais. C'est normal à la limite de pas savoir si tu vas jouer ou pas, même si Guendouzi, je pense qu'il est titulaire de base. Mais tout le monde se bat pour avoir sa place en match.
Mais le problème, c'est que tu la prends à 12 heures du coup d'envoi, quoi. Et que c'est pas, Ouais, des rôles, est-ce et que que c'est pas des rôles qui sont faciles à assimiler en plus. Vas-y, Ama, et après, on passe à l'évaluation, les gars. Vas-y, Ama. Moi, j'avais une question, sans tout remettre en cause, parce que vous savez que j'aime le travail qui a été fait par Longoria et Sampaoli jusqu'à présent. Bien évidemment. Mais est-ce que l'effectif a été aussi bien construit qu'on le disait à la fin du mercato? Parce qu'en final, mine de rien, Sampaoli a utilisé beaucoup de joueurs à contre-emploi depuis le début de la saison. Et c'est pas anodin non plus, il est pas fou. Il voit les matchs comme nous, il voit les joueurs à l'entraînement, il sait pertinemment quel est le meilleur poste de chaque joueur. Et s'il est contraint, entre guillemets, d'utiliser autant de joueurs à contre-emploi, c'est qu'il n'a pas forcément tous les profils à disposition malgré la profondeur de l'effectif au final. J'ai envie de te dire là, pour le coup, je suis pas d'accord. Pour moi, s'il utilise autant les joueurs à contre-emploi, c'est qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Pour moi. C'est Et parce puis, que là, pour Rangers- le coup, t'as beaucoup de joueurs, t'as beaucoup de profils différents, t'as beaucoup de joueurs qui savent faire beaucoup de choses. Je pense que c'est pour le coup, c'est que Sampaoli sait pas très bien où il en est et qu'il est encore en train de chercher la bonne formule. Et juste pour revenir, après je laisserai parler Merwan qui a visiblement quelque chose à dire. C'est à la fin du mercato, on disait que ce que Longoria a fait, c'est un mercato prodigieux avec les moyens qu'il avait. Mais on avait déjà ciblé les problèmes, on avait déjà ciblé les manques de cet effectif. Bah, pour le coup, j'ai pas forcément quelque chose à dire de plus, mais c'est juste pour prolonger ce que tu disais et parce que pour le coup, où j'étais pas d'accord avec j'allais dire avec Ama, c'est que tu vois, Sampaoli te demande Gerson, mais il le fait jouer et lui-même il le dit en conférence de presse, dans un rôle qui n'est pas le sien. Donc et moi c'est ça qui m'inquiète, tu vois. Après évidemment, voilà, Sampaoli, à mon avis, il nous rabille tous niveau football ici. Sampaoli, ouais. Mais le truc, c'est qu'en fait, il ne faut pas non plus mystifier sa connaissance du football. Et voilà, pour le coup, Gerson, on le dit depuis le début de saison que ce n'est pas son rôle. Bon, il le dit aussi. On n'a peut-être pas raison sur tout, mais à mon avis, sur un certain nombre de constats, sur un certain nombre d'utilisations à contre-emploi, on n'est pas non plus si loin que ça de la vérité. Et ce qui est inquiétant, c'est que Sampaoli met du temps à le mettre en place, en tout cas, ou peut-être à s'en rendre compte. Et plus que une différence d'opinion, c'est le manque de progression, en fait. Parce que on peut avoir tort, on peut avoir raison, peu importe, mais l'important, c'est qu'on voit une progression sur le terrain. Et pour le coup, là, sur les 2-3 dernières semaines, on voit rien. Ça va même de pire en pire. Donc moi, c'est ça qui m'inquiète. Moi, pour le coup, juste pour terminer sur ça, c'était pas une opinion tranchée. C'est vraiment une question, vraiment. Parce que moi, j'ai pas de réponse à la question que j'ai posée. C'est juste que ça m'interpelle de voir que quand il y a un joueur absent ou un profil absent, typiquement, par exemple, Payet, Milik, même si ce sont des postes très particuliers, c'est toute l'animation qui change au final. Et je ne sais pas si ça va s'améliorer justement au fil de la saison avec les automatismes qui vont se créer, une formule entre guillemets gagnante que va trouver Sampaoli, ou si on va se traîner ces problématiques pendant encore plusieurs semaines. Je suis curieux de voir ça. Les gars, on passe à l'évaluation individuelle. Vous connaissez le rituel, le phénomène et le fatigué du match. Alors, si vous arrivez à trouver un phénomène, chapeau. Mais est-ce que vous avez un phénomène pour ce match avant qu'on évoque les fatigués? Parce que là, il y a beaucoup de candidats. Mais pour commencer, un phénomène. Je mets Saliba. Saliba ou l'entrée de Camara. Les gars, vous êtes d'accord avec Merwan? Camara, ouais, Saliba, beaucoup moins. Je le trouve un peu en deçà cette semaine, mais attention, il fait un super début de saison. Un phénomène, c'est compliqué. Hein. Oui, c'est compliqué. Ouais. Mais moi, je rejoins. Moi, je mets Boubi sur Saliba aussi. Parce que la roulette extérieure en passe pour l'Irola, j'ai crié. Tout à fait, oui. Tout à fait. Peut-être cette entrée lui fera peut-être du bien. C'est incroyable dans cette action. Ouais, la mi-temps de Camara, en vrai, même si c'est 45 minutes, je le mets en phénomène. C'était les meilleures 45 minutes du match pour l'OM. C'est les meilleures 45 minutes de la saison. Hein. Ouais, franchement. Il a été très bon. Il a été très bon. Franchement, il a été très bon. Fatigué, les gars. Là, par contre, il y a beaucoup de candidats. Hein. Je sais pas qui n'a pas le droit de mettre. répondre à cette question. moi, ma réponse va sans doute vous surprendre, mais je vais mettre Bamba Dieng. Comment tu peux faire ça?
parce que C'est C'est un peu dur. C'est un peu dur. Ça, c'est oui, vrai. oui, non, 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 Bamba- c'est un peu Oui, dur. tu En vois. fait, en soi, c'est pas vraiment lui le plus mauvais sur le terrain. C'est juste que j'ai envie de souligner le fait que il est pas, il est en train de tomber le cousin. Avec toutes les qualités, ça enlève rien à tout le bien qu'on a dit de lui depuis un mois, hein. Mais Bamba Dieng, ça va faire 3 matchs là il disparaît complet. Après, c'est peut-être parce qu'il est utilisé à contre-emploi, parce qu'il est utilisé à gauche, parce qu'on voit que quand il joue dans l'axe contre Lens et le quart d'heure quand il est mis dans l'axe à la deuxième mi-temps contre Galatasaray, il est plutôt bon. Mais pour le coup, quand je sais pas si parce qu'il boude ou si parce qu'il sait pas vraiment ce qu'il doit faire, mais il ne réclame aucun ballon. C'est soit on le lance dans la profondeur, soit on joue à 10 quand on joue devant. je te trouve dur, Idriss, parce que je pense que Ah Bamba, oui. c'est un attaquant qui est quand même ultra tributaire de la production collective. Il est vraiment dans un rôle assez monomaniaque. Devant le but, appel dans la profondeur, pressing. Et puis voilà. Et puis pour le coup, si tu le sers pas, il va pas faire des différences balles au pied, Bamba Dieng. Et je pense Mais je te demande pas de faire des différences balles au pied, je te demande juste de temps en temps décrocher pour créer un décalage, créer un triangle, une passe, une présence. Là, il est Ah, vraiment. mais si c'est pas son style de jeu. on passe pas le milieu de terrain. Ouais, mais écoutez, alors c'est quoi son style de jeu? C'est juste de prendre la profondeur? Oui, Ah bah oui, c'est un jeune attaquant qui doit étoffer sa palette, mais oui, Donc je pense c'est que donc c'est le Neymar sa force Verradoni principale. sénégalais alors. Ah non. En meilleur meilleur. attaquant. Mais lui réponds Euh, pas, Merwan. Mais non, mais je vous pose. Non, non, pour le coup, je pose sérieusement la question, les gars. Vous me dites, c'est pas son truc. Et de quoi? De jouer au ballon, de faire 3 passes dans l'intervalle, c'est pas un style de jeu, ça, les gars. C'est un Non, mais ça minimum. me dérange pas. Mais... Je suis d'accord avec toi, Idriss. C'est dramatique, mais oui. Ah ben donc, Et il a- puis même, donc, nous, donc, on a- donc, alors écoutez-moi bien. Et donc il a pas sa place dans ce 11 alors. Non. Bah, Oui, mais tu maintenant mets que qui Milik, devant maintenant que oui. Milik revient, il a plus sa place, non? Mais Voilà. comment il a plus sa Bah, place? Ça veut dire que. Mais non, non. Force est de Bah, constater non, que Mais non, mais sans ce que je veux Milik, il a- dire, ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire, c'est que que le match à Monaco, il a été bon. Le match contre Rennes, il a été plutôt pas mal, même si après il a Ouais, plongé. moi, Mais sinon, le Oui, résultat, mais rappelle-moi résultat, c'est très, Monaco, très par bon. exemple, comment il marque. Il est lancé en profondeur, c'est son style de jeu. Oui, mais du coup, Il y a parce que des t'avais attaquants parce que qui t'avais décrochent, il y en une a qui équipe. prennent la profondeur. Mais t'avais C'est une tout. équipe qui joue à 45 mètres de son but. Quand t'as pas une équipe qui joue à 45 mètres de son but, pourquoi tu le mets alors? Je suis d'accord. Oui, mais t'as personne d'autre à mettre. Mais arrête de Et, dire que et t'as regarde, pas du personne coup, ça va d'autre à nous mettre. permettre de parler de Sampaoli, parce que Sampaoli, Parce que même à Angers, quand Luis Enrique est titulaire, il est titulaire aussi, Bamba Dieng. Donc en mais, fait, mais oui, mais quand Mais, Dieng mais sort, tu veux mettre qui en fait? Je bah, tu comprends mets pas, Luis tu mets qui, Enrique en ou fait Harit de suite. Tu mets Harit de suite à gauche ou tu mets Luis Enrique à gauche. Des mecs qui ont peut-être qui ont peut-être pas son sens du but, mais qui ont une palette un peu plus élargie quand même. Qui peuvent venir descendre un peu plus combinés. Je te parle même pas de défendre. Ça, à la limite, je m'en fous. Conrad, il était là aussi. Je t'ai cité 3 joueurs là, 4. mais à mon avis, c'est aussi pour qu'ils servent d'épouvantail à la défense adverse, tu vois. Malheureusement, Ah, et si je on pense met que des ça joueurs se juste fait pour aussi qu'ils fassent peur, écoute, ben on Non, ramène c'est- Fernandao non, et Brandao, paix à son âme, Non, Fernandao. non, c'est juste pour qu'ils mobilisent un marquage et qu'ils forcent les défenseurs Ça adverses sert à à des rien choix. de mobiliser un marquage. Et moi, je te demande de sortir de ton poste et de décrocher, de créer un décalage, de créer quelque chose. Il ne sert à rien. Soit tu le lances en profondeur, soit il est inutile. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais, ben donc il Moi, n'a pas si sa vous place voulez- dans ce 11 là. Ou alors si on, Ouais. si on considère qu'il a sa place parce que tu mets qui d'autre, comme me dit le musclore de Saint-Charles, voilà, j'ai oublié ce que j'allais dire parce qu'en plus on m'envoie des messages. Là, il va vous faire foutre. Bah, tu dis des bêtises, donc allez, voilà, hop. Comme ça, Bon, c'est réglé. les gars, si vous voulez, moi je vais vous mettre tout le monde d'accord. J'ai un bon petit fatigué pour ce match. Il a fait, c'est dur, hein, c'était un peu dur. Il a fait une entrée mais catastrophique, c'est Aminarit. Oh là là, il a perdu tous ses ballons. C'est horrible. Non, moi j'en ai un autre. Peut-être que je suis une fixation, c'est Chaita Tsar. Tu le remets une deuxième fois titulaire, une deuxième fois, il te sort une prestation minable. Ça y est, mon pote. Tu Non, vois, mais il est bloqué en 2019. Non, mais tu on mets a qui, dit dans sinon l'émission. Je suis désolé, hein, mais vous pouvez pas dire Aminarit et Tcheta Tsar, alors que pour le coup, Tcheta Tsar, comment tu voulais que ça fonctionne sur le côté d'une défense à 3? Le mec, il a 15 mètres à sa gauche à couvrir, et c'est un défenseur assez lourd et assez lent en démarrage. Enfin, c'est pas possible. Et Non, mais il Aminarit, est clairement pas adapté à ce système de jeu. oui, C'est et c'est clairement- pour ça que je peux pas dire que c'est un fatigué. Pour le coup, les amis, moi, je vous montez dans le train, Leonardo. Non, tu seras tout seul dans ce train. Ça a été mal amené. Très franchement, amène le mieux la prochaine fois et je saute. Mais là, pour le coup, tu l'as mal amené. Tu nous as mal ensorcelé là. Non, pas du tout, pas du tout. Chaita Tsar et Aminarit, ils sont tributaires de l'animation collective. Pourquoi? Parce qu'Aminarit, déjà, parce qu'il n'a pas Saki, il y avait aucun mouvement sans ballon. Aminarit, 0 mouvement sans ballon. Chaita Tsar sur le côté Ça, d'une pour le coup, défense. c'est toute l'équipe. Hein. Le mouvement sans ballon, c'est en première mi-temps, c'est toute l'équipe. En deuxième, j'ai arrêté de regarder parce que ça m'a gonflé. Mais en première mi-temps, il y a toute l'équipe. Personne ne joue sans ballon à part Under dans cette équipe. Non, en gros, c'est pas ce que je dis. En gros, je dis simplement que tout le monde a fait aucun appel.
tout le monde n'a rien proposé. Et à part faire une passe dans les pieds à un mec qui a arrêté, Aminarit, je vois pas ce qu'il pouvait faire de plus. Effectivement, c'est l'un des seuls mecs qui tentait. Donc effectivement, c'est un seul mec qui est raté. Thierry Tatsar, c'est pas son profil d'être sur le côté d'une défense à 3. Donc pour moi, ils sont aussi victimes du système, tu vois. Mais pour le coup, quand tu vois les erreurs individuelles qu'a fait Balerdi sur ce match, Burak Yilmaz, 35 ans, est passé pour un attaquant supersonique. D'accord, Ouais, il prenait la quand il voulait. C'est arrivé à des défenseurs très bien élevés de se faire froisser par Burak Yilmaz. Non, Et mais encore Balerdi, même Merwan, pour. Il fait une excellente si je première peux mi-temps. donner- Voilà, je le glisse vite fait. C'est comme ce ça. que j'allais dire. Parce que ton tweet Non. m'a fait rire en première mi-temps quand tu as dit putain, il y a des gens qui regardent Balerdi en pensant à moi. Ben, honnêtement, j'ai fait partie de ces gens. Et... Ça y est, tu nous l'as mis dans la tête maintenant. Tu veux qu'on fasse quoi? non, mais du coup, je regardais vraiment attentivement. La première mi-temps, il y a très peu de choses à lui reprocher. Par contre, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il prend l'eau. Je suis d'accord. Jaune, son carte jaune complètement débile alors qu'Ilmaz il va vers la ligne de touche. Sincèrement, encore une fois. Ce jeune, je le trouve dur pour le coup. Moi, pour le coup. Les gars, on conclut sur la. Non, pour le coup, après, juste pour souligner un truc, Rapidement, très vite. c'est même pas un argument. C'est juste pour dire que le coup de j'ai perdu mon duel et aïe, je me suis foulé le poignet, ça m'a fait exploser de rire. Oui, Voilà, ça c'était drôle. Oui. Oui, non, mais là, il avait pris l'eau en deuxième mi-temps, par contre. Là, il voilà, était après, plus du tout dans le match. Les gars, C'est pas mon fatigué, c'est mon narcoleptique du match, Balerdi. Alors écoute-moi bien. Il y a À personne qui partir- a parlé de Gerson. les gars, par contre. stop sur l'évaluation. Stop, Non, stop. c'est juste pour dire à partir Eh de oui, maintenant. ça fait 2 fois que tu me dis non, mais c'est juste ça. Mais parce Stop, que c'est l'autre, il a dit un truc, laisse-moi répondre. stop, les gars. Voilà, mets de l'ordre, Mathieu, c'est ton présentateur. Vas-y, bravo. Projection Mathieu. sur, Bon, c'est bon, j'arrête, vas-y. Projection sur les prochaines semaines, les gars. Qu'il est con. Projection sur les prochaines semaines, les gars. Il y a un gros calendrier qui arrive après la trêve. Réception de Lorient, déplacement chez la Lazio, réception de Paris, le fameux match à rejouer face à Nice, déplacement à Clermont, réception encore une fois de la Lazio et réception de Metz. Et là, il y aura une trêve. Et après la trêve, c'est match contre Lyon et match contre Galatasaray. Donc là, il y a très gros calendrier qui arrive. Est-ce que c'est préoccupant là C'est domicile ou extérieur, Lyon? Lyon, c'est On va chez eux. extérieur. Ouais, tu fais 2 déplacements en 3 jours, Lyon et Galatasaray. Voilà, donc il y a de très gros matchs qui arrivent avec la forme du moment. Bon, après, ce sera peut-être pas forcément la même forme pour Lyon et Galatasaray, on verra bien. Mais Oui, il y aura une autre trêve d'ici là. Oui, et déjà, avec les premiers matchs Lorient, Lazio, PSG, Nice, les gars, c'est quand même préoccupant de voir arriver ce calendrier-là avec la forme du moment, non? Carton plein. C'est pas, Allez, pas parce que l'Olympique de Marseille remonte à chaque fois dans des périodes où on les soupçonne pas. Sait-on jamais. Carton plein. Oui, non. En vrai, je reprends juste mon argumentaire de la semaine dernière où, quand Idriss parlait déjà de tournant de la saison et où j'avais répondu que vu que tu as joué tous les 3 jours et qu'il y aura forcément 1 ou 2 adversaires de très haut niveau dans le lot, ouais, il n'y a rien d'alarmant ou d'enthousiasmant en termes d'adversaires à venir. C'est juste que ouais, les adversaires seront là. Ça sera surtout à l'OM de trouver d'ici là une alchimie au niveau collectif, plus d'assurance à certains postes pour imposer son style de jeu. Car quand l'OM est sûr de sa force, l'OM de Sampaoli, à mes yeux, peut faire mal à n'importe qui. C'est surtout ça la problématique à mes yeux. Eh ben, ce sera le mot de la fin, à part si Idriss veut rajouter quelque chose. Bon, écoute, Tu n'as pas eu encore la parole. T'as décrété que c'était le mot de la fin, c'est le mot de la fin. Non, vas-y, je prends. En plus, j'étais en train de prendre ton inspiration pour. Il boude comme Gerson quand il sort. Ouais, c'est ça. Et là, il est en train de me regarder en susurrant des mots en brésilien, En peut-être. plus, il y a ton chien moche là qui a une image sur Skype. Donc, voilà. Les gars, on en reste. Non, en vrai, j'ai rien d'intéressant à dire. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux se taire, effectivement. Mais pourquoi tu es obligé d'envoyer un tacle alors que moi-même, je me rabaisse, tu vois, c'est un truc de fou. Hein. Shit. Les gars, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, on sera de nouveau mardi, puisque le lundi soir, on a FSGT, enfin la reprise. C'est la reprise de 112 heures. Venez nous supporter. Oui. C'est où qu'on joue à Ama? Je sais même pas. Je sais pas, on n'a pas le stade encore, non, pour la semaine prochaine? C'est Ama le président. Je vous tiendrai au courant. Écoutez, chers auditeurs de Passe ton ballon, venez nous voir jouer avec la triplette gardien, stopper, latéral droit que vous avez à l'antenne. Donc voilà, venez nous soutenir lundi soir. Vous deviez jouer hier, mais l'alerte rouge, qui n'en était pas une, a eu raison de ce match. Exactement. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine, donc on évoquera, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de match, donc il faudra voir on va trouver un thème d'émission. On parlera avec les copains. On attend aussi de voir si l'un des invités qu'on cible sera dispo.
Faut Oui, faire un oui, petit mais c'est suivi, ça on en fait travaille le aussi problème. sur les c'est qu'on émissions est- sur les ultras. Hein. Peut-être que Oui, ça sera, ça sera le on beau peut moment. avoir cette discussion en antenne aussi dans les enfants. Voilà. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. On peut avoir cette discussion en antenne. Voilà, ben écoutez, on vous souhaite une bonne semaine à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut. Allez, bye bye. Passe ton Vas-y. ballon.